Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler du sujet de la sous-traitance et du travail décent, qui peut être introduit de deux façons différentes. Une façon un peu triste, le rappel de l'effondrement du Rana Plaza le 24 avril 2013, qui avait fait 1135 morts, et dans lequel des entreprises donneuses d'ordre occidentales avaient été identifiées comme donneuses d'ordre. Ou plus récemment et plus positivement, l'adoption, que vient de rappeler Françoise, de la loi sur le devoir de vigilance, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale française le 21 février dernier. Alors en fait, les deux événements portent sur la question de la responsabilité des entreprises donneuses d'ordre occidentales, en matière notamment de conditions de travail chez leurs fournisseurs dans les pays du Sud. Donc l'accident du Rana Plaza, des morts dans l'usine, et ce devoir de vigilance qui instaure une nouvelle responsabilité des entreprises en cas de dommages chez leurs fournisseurs. Alors pour comprendre ces deux événements et ce qui se joue effectivement avec la nouvelle loi qui vient d'être signée, il faut revenir en arrière. Donc le premier point de ma présentation, c'est une remise en perspective historique pour expliquer que ce qu'on appelle le problème des sweatshops n'est pas un problème nouveau. Alors le terme sweatshop, qu'on traduit en français par atelier de la sueur, mais on utilise plutôt sweatshop, ça désigne en fait des lieux de production caractérisés par de mauvaises conditions de travail, mauvais salaire, temps de travail excessif, etc. Dans une configuration qui est une configuration de sous-traitance. Et voilà, les sweatshops, ce sont ces ateliers de fabrication ou ces usines qui sont caractérisées par ces deux éléments-là. Et de fait, il n'a pas fallu attendre la fin du XXe siècle pour découvrir ce genre de problème. Dès le XIXe siècle, on parlait de sweating system pour désigner le système par lequel on sous-traite à des particuliers, à domicile, la fabrication de produits, notamment textiles, qui seront ensuite vendus dans les grands magasins naissants. Et le sweating system, dès le XIXe siècle, est dénoncé comme étant un système produisant l'exploitation des travailleurs ou des travailleuses. Les années 70 ont vu le développement de ce qu'on appelle les sweatshops domestiques, c'est-à-dire que dans les grandes villes, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus du travail à domicile comme ça, comme au XIXe siècle, avec des petites mains qui travaillaient chez elles, payées à la tâche. Mais il y avait de véritables ateliers, mais clandestins, dans lesquels se fabriquent des produits, notamment textiles. Moi, ma spécialisation, c'est plutôt le secteur textile. Et c'est en gros les ateliers du sentier qui sont masqués, cachés, clandestins, mais qui néanmoins fabriquent pour notamment de grands donneurs d'ordre qui peuvent être des grandes marques. Dans les années 90, ce qui s'est développé, c'est ce qu'on appelle les sweatshops offshore, c'est-à-dire la délocalisation de la production au bout du monde, dans des usines, ayant pignon sur rue, au Bangladesh, en Chine, en Asie souvent. Et ces usines, qui ont pignon sur rue, contrairement aux sweatshops domestiques, sont dénoncées pour le non-respect des droits de leurs travailleurs. Alors on va essayer de comprendre pourquoi les droits ne sont pas respectés là-bas et comment on essaie de lutter. Mais voilà, vous voyez déjà se dessiner 3 temps avec 3 fois le même problème qui est qu'est-ce qu'on fait quand le bout de la chaîne, les travailleurs en bout de chaîne, souffrent au travail au profit de la tête de la chaîne, qui sont les marques et les distributeurs, qui, eux, font des profits. Alors, cette dénonciation de l'exploitation en chaîne, on peut la voir à travers 2 illustrations. La première, c'est celle-là, qui est une image de presse du 19e siècle, où on voit justement la fournaise du sweating system, où les travailleurs du textile souffrent au travail pour le plus grand bénéfice du sweater, celui qui tire sa richesse de la souffrance des autres. Je vais prendre un petit peu d'eau. La deuxième illustration,
ma bouteille. Bon, la deuxième illustration, plus récente, excusez-moi. Merci. C'est celle-là, où on voit un travailleur exploité par Fruit of the Loom, qui est en fait une marque de textile qui fait du t-shirt de base, et voilà, et qui était dénoncé en tant que donneur d'ordre comme provoquant l'exploitation des travailleurs. Donc, dans tous les cas, il y a bien cette dénonciation de celui qui tire son profit de la souffrance des travailleurs. Néanmoins, les modes de régulation, les modes de résolution du problème ont été différents au fur et à mesure de ces 3 temps du sweating system. À l'époque du sweating system du 19e siècle, on a résolu le problème en réglementant le travail à domicile. Donc, dès le début du XXe siècle, il n'y a plus la possibilité pour quelqu'un d'avoir 4 ou 5 personnes chez lui dans un appartement pour coudre des vêtements. Le travail à domicile est très limité, très restreint, et donc il n'y a plus la possibilité de ce travail à domicile à la tâche. Contre les sweatshops domestiques, donc ces espèces d'ateliers clandestins dans les grandes villes, ce qui s'est passé, c'est plus une action législative ou de réglementation, mais un renforcement de la police. En gros, des descentes de l'URSSAF, de l'inspection du travail, pour aller fermer les sites de production dans le Sentier, à Los Angeles, enfin dans les grandes villes occidentales, et résoudre ce problème des ateliers clandestins. Dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, les sweatshops offshore, ce qui s'est passé, c'est que pour résoudre le problème, plutôt que de passer soit par la réglementation, soit par l'activité de police, on a essayé donc les militants ont essayé de responsabiliser la tête de la chaîne, donc les donneurs d'ordre. Donc de faire en sorte que les multinationales qui s'approvisionnent dans ces usines-là prennent leur part de responsabilité pour garantir de bonnes conditions de travail aux travailleurs. Donc, c'est ce point-là que je vais vous présenter. Ce que je vais vous montrer d'abord, c'est comment s'est faite cette responsabilité sociale, cette responsabilisation sociale des donneurs d'ordre. Premier point, comment une demande de responsabilité a-t-elle été formulée? Pour cela, il faut regarder l'activité des militants. C'est dans les années 90 que les premiers mouvements militants ont mis en avant ce problème-là, ce problème des sweatshops. Aux États-Unis, l'année 95-96, on l'appelle l'année du sweatshop parce que les Américains ne pouvaient pas allumer la télé, allumer la radio sans entendre parler des conditions de travail déplorables chez les fournisseurs de Nike, de toutes les grandes marques de l'époque. Et le mouvement anti-sweatshop, qui s'est initié d'abord aux États-Unis, est arrivé progressivement en Europe, et notamment a été porté par un collectif sur lequel j'ai travaillé, qui est le collectif de l'éthique sur l'étiquette, qui s'est dit, voilà, on va mettre de l'éthique sur l'étiquette. Alors, mettre de l'éthique sur l'étiquette, dans leur définition, c'est faire en sorte que les travailleurs appellent à la solidarité les consommateurs, que les consommateurs interpellent les distributeurs, donc la grande distribution, les marques, etc. Que les distributeurs prennent des engagements pour améliorer les conditions chez leurs fournisseurs et que les fournisseurs respectent mieux les droits des travailleurs. Et ainsi, on peut imaginer un système de roues vertueuses où, chemin faisant, les droits des travailleurs s'améliorent. Alors moi, ce qui m'avait intéressé quand j'avais travaillé sur le collectif, et que j'avais fait une enquête sur leurs archives, sur des entretiens avec les membres, ce qui m'avait intéressé, c'était cette représentation graphique où on voit le collectif au centre qui regarde tourner la roue. Et on a mis une petite loupe, il regarde les étiquettes, et puis il voit que surtout les travailleurs ont des conditions de travail qui s'améliorent par ce mécanisme presque autogénéré. En fait, quand on regarde concrètement ce qui s'est passé, le collectif, comme toute organisation anti-sweatshop, a joué un rôle central
pour faire tourner la roue. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait rajouter des rayons à chaque niveau. Parce que jamais un travailleur du Bangladesh n'a interpellé un consommateur de France. Jamais vous n'avez reçu le moindre coup de téléphone d'un travailleur bangladais vous disant qu'il était exploité. Alors il y a eu, il y a quelques années, le cas de, soi-disant, des petits mots qui avaient été glissés dans les étiquettes des habits en disant « au secours, venez nous aider », etc. Bon, on n'a jamais su si c'était du réel ou pas. Mais tendanciellement, les travailleurs n'appellent pas les consommateurs pour les appeler à l'aide. Ce qui s'est passé, c'est que le collectif, lui, a fait ce travail de mise en visibilité de la souffrance à distance. Donc d'importation du problème des travailleurs sur la scène médiatique ou en tout cas publique française. Et du coup, pour vous donner quelques exemples, la mise en visibilité, c'était par exemple des articles qui montraient la trajectoire de telle petite fille qui cousait des ballons, des statistiques, ou voilà, différentes modalités pour montrer, en tout cas, la souffrance des travailleurs. Mais montrer la souffrance, ça ne suffit pas à faire agir les gens. Pour passer d'une forme de pitié, d'apitoiement à de la dénonciation, il faut montrer que quelqu'un est responsable, ou en tout cas tire un bénéfice de la souffrance de ces personnes-là. C'est pour ça que la deuxième étape du travail de sensibilisation des consommateurs, ça a été un travail de justification de l'imputation d'une responsabilité au donneur d'ordre. Autrement dit, justifier que là, ce soit les distributeurs qu'on interpelle et pas un autre acteur. On pourrait imaginer qu'on interpelle les pouvoirs publics, par exemple, ou, je ne sais pas, l'OMC. Ce serait peine perdue, mais voilà, on pourrait imaginer. Non, ce qu'on a demandé aux consommateurs, c'est d'interpeller les distributeurs. Pour cela, il fallait vraiment mettre en évidence la responsabilité des distributeurs dans cet état de fait. Et c'est ce qui s'est passé à travers des outils de campagne, comme la fameuse Basket, qui était un outil de campagne récurrent du collectif d'éthique sur l'étiquette, dans lequel, en fait, vous voyez, il montrait que la part réservée obtenue par la main-d'œuvre, 3 $, était microscopique par rapport aux marges des distributeurs ou aux dépenses de marketing, etc. Donc, quand vous mettez en équivalence comme ça des chiffres, ça suscite l'indignation notamment en l'occurrence des consommateurs, qui vont se dire, bah oui, effectivement, le distributeur est l'interlocuteur pertinent pour porter la cause, pour porter la dénonciation. Et donc, troisième étape, les consommateurs, vous, moi, même si on vous dit, voilà, les distributeurs, il faudrait les faire bouger, on n'a pas spontanément les moyens d'action. On n'a pas connaissance des moyens d'action qui pourraient fonctionner. Donc ce qu'a fait le même collectif de l'éthique sur l'étiquette, c'est construire des moyens d'action. Alors c'était des pétitions, c'était des happenings, c'était toute une série de choses. Et ça a été, à un moment donné, un classement des enseignes en disant certaines font plus que d'autres. Donc vous aviez Carrefour qui était plutôt mieux noté, Leclerc qui était très mal noté, entre les deux, une série d'enseignes qui avaient des commentaires plus ou moins bons. Et le message qui était adressé aux consommateurs, c'était envoyer des courriers aux distributeurs pour leur dire qu'il faut qu'ils s'améliorent, sous peine de quoi vous irez à la concurrence. Donc on faisait jouer le mécanisme marchand, le mécanisme non plus seulement réputationnel, mais aussi marchand, pour essayer de faire pression sur les distributeurs en touchant au portefeuille, quoi. Et ça a marché. Un premier temps. Ça a marché. Alors, je vous avais mis une petite série de courriers qui sont assez amusants, où on voit comment les consommateurs ont essayé de faire pression, effectivement, sur les distributeurs. Donc, vous aviez, par exemple, Agosport, qui était noté 0,4 sur 20 en 2002. Voilà. Je viens de prendre connaissance du carnet de notes de l'association de l'éthique sur l'étiquette. L'exploitation des enfants, vous n'en avez peut-être rien à faire, moi si, j'éviterai de me rendre chez vous dorénavant. Pomme. Ou à la grande récré, 2,8 sur 20. Cette année, je ne ferai pas mes courses de Noël chez vous, fumier. Il en sera ainsi dorénavant jusqu'à ce que vous gagniez assez d'humanité pour éviter à vos esclaves de vivre dans la misère puante que vous et toutes les autres multinationales, pourries jusqu'à l'os, vous encouragez. Et puis un dernier exemple qui était assez intéressant, c'était Auchan et Carrefour. Parce que là, en fait, c'est un courrier émanant de la même personne qui écrivait à Auchan, qui avait 5,6 sur 20
déception, pas de vraie alternative à ce mot, noté tant mieux pour Carrefour, hein, 5,6 c'est pathétique, je n'irai plus à Vélizy 2 avant que vos résultats soient améliorés. Et puis à Carrefour, bon, promis pour ce Noël, je cherche un magasin Carouf près de chez moi, mais si vous ne faites pas mieux très vite, seuls les magasins artisans du monde me verront pour le prochain Noël. En fait, j'ai pas ceux où ils se répondent. Mais, donc vous voyez, tout un éventail de menaces, de défections, en disant soit j'irai chez le concurrent, soit même je sortirai du circuit conventionnel en allant chez Artisans du Monde, ce qui est probablement une menace rhétorique avant tout, mais malgré tout, tout ce discours de menaces de défection par les consommateurs, donc on n'est plus sur des militants comme ça, on est sur des consommateurs qui s'adressent à leur enseigne, à Vélizy, le Auchan de Vélizy 2, le Go-Sport de... ça a marché, et les entreprises, dans un premier temps, ont accepté de prendre en compte le problème. Alors voilà, ça ne va pas forcément au-delà, mais elles ont en tout cas accepté de déclarer que oui, le problème des conditions de travail dans leur chaîne d'approvisionnement, ça les concerne. Pas qu'elles sont responsables, mais que ça les concerne. Et du coup, le deuxième élément que je voulais évoquer avec vous, c'est la réponse qu'ont apporté les entreprises à ces interpellations. La réponse en acte, hein, pas simplement la réponse en courrier, parce qu'ils ont répondu par des courriers, mais après, ils ont surtout répondu en acte. La première réponse, ça a été une réponse en cas de drame, par une aide financière. Donc, par exemple, là, je vous ai mis un extrait du rapport annuel d'Inditex, qui est en fait le groupe auquel appartient Zara. Et Zara avait des étiquettes, et Inditex, dans une usine qui s'est effondrée en 2005, l'usine Spectrum, au Bangladesh. Et c'est effectivement cette usine dans laquelle je m'étais, dans les décombres de cette usine dans laquelle je m'étais rendue en 2008. Et j'avais fait une petite enquête sur la couverture de ce drame qui avait fait 64 morts là-bas et en Europe. Et en Europe, il y a eu une certaine mobilisation pour essayer de défendre ces 64 familles de victimes et pour essayer de faire en sorte que la situation ne se reproduise pas. L'usine s'était effondrée, il y avait des issues de secours qui étaient fermées, enfin, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et Inditex a été plutôt leader dans la mobilisation des entreprises donneuses d'ordre. Carrefour était impliqué aussi. Inditex a dit on va créer un fonds de garantie pour les victimes. Et donc, ils ont pas mal donné d'argent. Ce qui était intéressant, c'était de voir qu'on était dans une situation un peu ambiguë, où certes, il y avait de l'argent qui était donné, mais le sens qui était donné à ce don en argent n'était pas le même si on regardait les entreprises ou si on regardait les velléités, les attentes des militants. C'est-à-dire que les militants disaient vous devez donner de l'argent parce que c'est une dette que vous avez contractée à l'égard de ces travailleurs et de leurs familles qui sont morts pour vos produits. Alors qu'Inditex disait c'est un pur don, c'est pas une dette, c'est un don humanitaire, parce qu'on trouve ça important d'aider les gens dans la souffrance et que nos fournisseurs, on y pense. Et c'est pour ça que je vous avais mis cette capture de rapport annuel, parce que vous voyez que finalement, Spectrum, il se retrouve dans le rapport de développement durable au même endroit que la Croix-Rouge et Caritas pour un problème de tsunami et un problème d'écoulement du Prestige. La marée noire. Donc en fait, c'était pas du tout inscrit dans une démarche de réparation d'une responsabilité quelconque. C'était un don, comme on donne pour une autre cause. Voilà. Donc toujours intéressant de voir que l'argent a un sens en fonction de la façon dont on le présente. C'est ce qu'on appelle souvent le marquage social de l'argent en sociologie économique. Et voilà, là, il y avait une certaine façon de présenter ce don aux victimes de Spectrum. Ça se maintient, mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais mettre l'accent aujourd'hui. Je voudrais mettre l'accent sur les dispositifs qui ont été mis en place pour éviter qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des violations des droits des travailleurs.
Et l'élément central qui a été mis en place, c'est ce qu'on appelle l'audit social. L'audit social, c'est un instrument de gestion du parc de fournisseurs. Et les entreprises adhèrent à des systèmes d'audit social, donc à des initiatives souvent partagées avec d'autres entreprises, en disant à partir de maintenant, on va énoncer un code de conduite. Donc moi j'avais pris l'exemple du BSCI, le Business Social Compliance Initiative, qui est une initiative européenne. Et les entreprises disent voilà, dans notre code de conduite, on s'engage notamment à faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, tels qu'énoncés par l'OIT. On s'engage à ne pas faire de travail des enfants, à faire respecter la liberté syndicale, etc. Ils s'engagent à toute une série de choses. Ça, c'est les engagements qu'ils prennent. Et ensuite, ces engagements, pour prouver qu'ils veulent vraiment les mettre en œuvre, ils les inscrivent dans leurs clauses contractuelles avec leurs fournisseurs. Donc, il y a des clauses sociales qui sont inscrites dans les contrats de fourniture. Vous demandez tant de t-shirts et vous demandez que soient respectés les engagements du code de conduite. Et puis, l'audit social, c'est l'instrument de contrôle du respect par les fournisseurs de ces engagements-là. Autrement dit, vous envoyez des auditeurs, qui sont des auditeurs généralement indépendants, de cabinets d'audit spécialisés, dans les usines, sur place, au Bangladesh. Donc, je vous ai mis des photos là, au centre, c'est des auditeurs en situation. Les auditeurs, ils sont généralement locaux, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez des bureaux qui existent en France, Bureau Veritas, Intertech, SGS, mais qui sont des bureaux en réseau. Et donc, ils ont aussi des auditeurs au Bangladesh, au Maroc, partout. Enfin, donc là, des auditeurs se rendent sur place dans l'usine et avec une checklist qui leur dit est-ce qu'il y a bien des fiches de paye, est-ce qu'il y a bien un respect des heures de travail. Là, je vous avais mis l'exemple de la santé sur le lieu de travail. Il y a des questions toutes simples, toutes simples. Est-ce qu'il y a une infirmerie? Est-ce qu'il y a des toilettes? Est-ce qu'il y a de l'eau potable? Et donc, les personnes, les auditeurs, doivent cocher à chaque fois sur des questions très simples, très factuelles. C'est oui, c'est non. Est-ce que les gens portent leurs équipements de protection? Est-ce que ils ne sont pas confrontés à des substances nocives, etc. Et à l'issue de cette inspection, de cet audit social, eh bien, des résultats sont compilés. Il y a une formule qui permet au total de donner une note à l'usine et de dire si elle est bonne, moyenne, peut mieux faire. Donc bonne, c'est la partie verte du camembert que j'ai mis à droite, peut mieux faire, ou critique, la partie rouge. Et ça, c'est un moyen pour les donneurs d'ordre de gérer leur parc de fournisseurs. Supposément, ils élaborent des engagements, on va dire, disant, si notre fournisseur est mauvais trop longtemps, si au 4e audit il est toujours mauvais, on rompra les contrats avec ce fournisseur. Donc, ils s'engagent un peu, sachant que cette partie-là, c'est pour l'instant, à ce stade, la plus molle. C'est-à-dire que rarement des donneurs d'ordre prennent des engagements très fermes, notamment de fin de contrat. Pour des raisons assez compliquées, qui sont à la fois que économiquement c'est dur pour eux, et puis qu'ils font valoir que éthiquement ça ne rendra pas forcément service s'ils s'en vont. Alors justement, pour vous montrer ces dilemmes, dont il est difficile de savoir si c'est des dilemmes réels ou si c'est de la rhétorique d'autodéfense, on va dire. Moi, je ne tranche pas là-dessus. J'avais un extrait d'entretien assez intéressant, un peu long, mais très intéressant, d'une ancienne responsable des audits sociaux pour une enseigne de distribution d'articles de sport. Un très gros, je ne sais plus laquelle j'avais anonymisé et j'ai oublié depuis, mais un gros de la taille Go Sport, Decathlon, etc. La personne disait « Aujourd'hui, la plus grosse problématique, elle va se trouver sur les heures de travail, notamment en Asie et en particulier dans le cas de la Chine. Sur ce problème, le droit international prescrit 60 heures. En fait, c'est 48 heures plus 12 heures complémentaires exceptionnelles. Ça, c'est une parenthèse. Donc, le droit international prescrit 60 heures. La législation chinoise prescrit 48 heures. Les médecins disent l'extrême limite pour la santé humaine, c'est 72 heures. Et de toute façon, ils en font 80. Et donc, ensuite, elle déclinait.
Alors, du coup, est-ce que vous vous dites, demain, j'arrête de travailler avec la Chine parce que 100% de nos fournisseurs ne sont pas OK? Quand vous faites 40% de votre prod en Chine, par exemple, 3 petits points, en gros, c'est juste impossible. C'est pratiquement impossible. Deuxièmement, deuxième type d'argument, et puis c'est toujours pareil. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Chine, notre entreprise peut se barrer sous prétexte qu'ils font plus de 60 heures. Ça ne dérangera personne. Je veux dire, ils ne vont pas pour autant se mettre à travailler 60 heures. Et souvent, les entreprises font valoir qu'il y a toujours dans des entreprises encore plus grosses qu'elles, à l'international, qui pourront donner faire passer des commandes. Voilà. Troisième argument dans la démonstration, qui est en fait moins un argument que la décision qui a été prise. Troisièmement, ça a été réévalué. Donc ça a été réévalué en point critique au-delà de 72 heures. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'entre 60 heures et 72 heures, ils sont dans une marge de manœuvre où ils vont pouvoir atteindre les 60 heures, donc on leur laisse le temps. Donc vous voyez toute la difficulté qu'il y a à interpréter ce discours-là, qui est à la fois une logique pragmatique, c'est-à-dire si on ne met pas une barre intermédiaire, eh bien on met dans le même sac des gens qui dépassent un petit peu et des gens qui dépassent beaucoup. Donc on écrase un peu la catégorie des usines mauvaises, donc on met tout le monde... donc c'est peut-être mieux de discriminer entre les un peu mauvais et les très mauvais. Et en même temps, vous voyez ce qu'il peut y avoir de choquant à ce qu'une personne qui fait évaluer les conditions de travail dise finalement jusqu'à 60 heures, ça va. Ce qui est en rupture totale avec justement les droits fondamentaux au travail. Donc on voit la difficulté qui peut être celle des entreprises donneuses d'ordre quand elles doivent utiliser cet outil qu'est l'audit social. Malgré tout, c'est le seul outil qu'elles aient à leur disposition, qu'elles aient mis en œuvre, donc elles font avec. Au-delà des difficultés que peuvent rencontrer les entreprises, l'audit social, comme outil de régulation des conditions de travail, a fait l'objet d'énormément de critiques par les militants, alors même que les militants étaient ceux qui, au départ, avaient demandé que ce soit le genre d'outil mis en place. Et là, on voit un mécanisme assez classique dans ce genre de situation, qui est que tout le monde apprend en faisant. Que les militants, au départ, ont dit il faut que les entreprises fassent quelque chose, on va leur demander de faire des audits sociaux. Et puis, une fois que les audits sociaux sont mis en place, les militants se rendent compte qu'en fait, il y a plein de problèmes qu'ils n'avaient pas anticipés et qui sont pourtant déterminants. Alors, je vous avais mis une petite photo qui était assez amusante de deux militants devant le siège du BSCI, donc le fameux organisme qui propose une norme d'audit social. Et il y avait la pancarte du premier disait je vous confirme que l'usine est bien conforme à notre code de conduite. Et l'autre qui disait je dirais même plus, le code de conduite est parfaitement conforme à l'état de nos usines. Et voilà, c'est ça le point d'achoppement, c'est qu'à un moment donné, la crédibilité de l'outil a été mise à mal, alors pour différentes raisons. Qui sont de nature assez différente. Première raison, la critique du travail des auditeurs. Travail contesté comme étant soit de mauvaise qualité, au sens où les militants montraient que les auditeurs n'allaient pas au-delà d'une observation superficielle des sites, que s'ils voyaient que ça allait à peu près, ils disaient que c'était bon, mais qu'ils ne creusaient pas suffisamment leur enquête, et ils ne faisaient pas des entretiens assez approfondis avec les travailleurs, etc. Premier type de critique qui pourrait à la limite être intégré par le dispositif en améliorant la qualité des audits. Deuxième critique, plus fondamentale, la critique de la dépendance des auditeurs. C'est-à-dire que les auditeurs, je vous l'ai dit, sont désormais des auditeurs de cabinets indépendants. Donc il y a des cabinets qui vendent leurs services d'audit, et ce n'est plus des auditeurs internes comme on avait pu connaître par le passé. Malgré tout, ce qui a été mis en évidence, c'est l'énorme dépendance des auditeurs par le lien financier. C'est-à-dire, celui qui paye l'audit peut aussi, peut-être,
demander des résultats, enfin implicitement demander des résultats qui lui soient favorables. Comme généralement c'est le donneur d'ordre qui paye l'audit, parfois l'usine. Enfin, dans les deux cas, ça pose des problèmes. Donc, première critique, la critique du travail des auditeurs. Deuxième critique, la critique du format de l'instrument. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai montré dans le slide précédent, l'audit social aujourd'hui prend la forme d'une checklist où on regarde point par point les éléments et on établit si l'usine est conforme ou pas sur chacun des points. Mais les points sont fixes, il y a une liste. Donc ce que dénoncent maintenant les militants, c'est de dire en fait, à force d'avoir standardisé la procédure, et la standardisation était nécessaire pour rendre possible la comparaison des résultats, mais à force d'avoir standardisé, ça empêche de prendre en compte des problèmes qui seraient spécifiques à une usine, ou au contraire de mettre en avant justement la différence entre des non-conformités très graves ou moins graves, etc. Donc un certain nombre de militants, ou même d'experts qui ont proposé de créer de nouvelles formes d'audit social, c'est d'abandonner cette logique d'inspection, cette logique de visite médicale, on va dire, pour une approche diagnostique, en essayant de comprendre d'où ça vient, comment résoudre le problème, etc. Donc vraiment, j'avais pris la métaphore dans ma thèse de la visite médicale, on regarde une série de choses, versus le diagnostic, c'est vraiment ça. Il propose que l'audit social prenne une autre forme, mais avec le problème que du coup, les résultats ne seront peut-être pas comparables. Donc la dimension outil de gestion sera plus compliquée. Troisième critique, la critique du fait que ce soit une mesure experte, c'est-à-dire que l'audit social est confié à des auditeurs indépendants qui sont censés être des experts de la chose, mais n'oublions pas qu'il y a quand même des représentants des travailleurs. Il y a des syndicats, au Bangladesh il y en a, en Chine c'est peut-être plus compliqué, mais beaucoup de militants ont mis en avant à un moment donné que peut-être il serait plus judicieux d'essayer de recueillir le témoignage direct. Alors, il y a des entretiens avec les travailleurs, mais voilà, qu'en tout cas, la défense des travailleurs se fasse par les travailleurs eux-mêmes et pas par le biais d'une évaluation par un tiers. Et puis la dernière critique, qui est une critique peut-être la plus importante pour la suite de mon exposé, c'est la critique du comportement des donneurs d'ordre. C'est-à-dire la critique du fait qu'ils se contentent d'une responsabilité du contrôle, dire voilà, on contrôle et éventuellement on accompagne s'il faut faire des petites modifications, etc. Mais l'absence de prise en compte d'une responsabilité dans leur propre pratique. Par exemple, en augmentant les prix, en augmentant les délais, en rééquilibrant le rapport de force entre donneurs d'ordre et fournisseurs. Voilà, ça, ce sont des choses que les donneurs d'ordre ne font pas. Et donc, en se contentant de dire oui, on contrôle si tout se passe bien, ils se lavent les mains à peu de frais, disent les militants. Donc, l'audit social rencontre aujourd'hui quelques difficultés à se maintenir comme l'outil de régulation le plus pertinent. Il a vraiment connu un essor considérable dans les années 90, 2000, etc. Et aujourd'hui, peut-être, il commence à subir des critiques suffisamment vives pour être un peu mis à mal, même si je pense qu'il y en a encore pour plusieurs années, mais voilà. Alors la question qu'on peut se poser, c'est vers où est-ce qu'on va aller ? Est-ce qu'on va aller vers une nouvelle forme de régulation de ce problème-là, et notamment vers une nouvelle modalité de responsabilisation des donneurs d'ordre ? Alors là, j'entre dans un petit point un peu technique, qui est en fait une comparaison de ce qui s'est passé par le passé et ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a souvent des enseignements du passé. Hein. Et je me suis posé la question de savoir si la dynamique qu'on vivait aujourd'hui n'était pas comparable à une dynamique qui avait été celle, en l'occurrence, du 19e siècle. Alors, pour vous faire l'histoire à grands traits du 19e siècle, du droit social du 19e siècle, et là, je m'appuie notamment sur les travaux sur l'histoire telle qu'elle a été faite par François Ewald. Le début du XIXe siècle, ce qui prévaut, c'est ce qu'il appelle le diagramme libéral. C'est-à-dire,
on échange un travail contre un salaire. Là, je vous parle vraiment de la relation travailleur-employeur. On n'est plus dans la sous-traitance, on est dans le travailleur-employeur. Le travailleur vend sa force de travail et reçoit pour cela un salaire, et on est quitte. La question des accidents du travail, à cette époque, ne se pose pas à proprement parler. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle l'employeur, le patron, pourrait être condamné, c'est s'il commet une faute. Et une faute active, où il cause du tort à son travailleur. Mais sinon, il n'y a rien d'autre. Et puis, tout le début du XIXe siècle, c'est l'histoire de la prise de conscience, sous l'impulsion des réformateurs sociaux, et voilà, du fait qu'il y a une asymétrie en fait, entre le travailleur et l'employeur. Et que finalement, cette idée qu'une fois qu'on a rendu son travail et qu'on a reçu un salaire, on est quitte, bah, peut-être que ça ne tenait pas tant que ça. Il y a peut-être des raisons d'essayer de trouver des protections supplémentaires pour les travailleurs. Et c'est comme ça que, chemin faisant, hein, je vais très vite, en 1841, en s'appuyant sur le Code civil, apparaît l'obligation de prudence pour les patrons. Et à partir de là, on peut attaquer son patron si on est capable de montrer qu'il y avait un défaut de prudence et que c'est à cause de ce défaut de prudence qu'il y a eu un accident du travail. Le problème, c'est que ce système-là n'a satisfait personne. C'est-à-dire que les travailleurs devaient prouver l'absence de prudence, c'était très difficile, et les patrons n'appréciaient pas beaucoup d'être traînés devant les tribunaux par leurs travailleurs. Donc en fait, finalement, après quelques années où il y a eu quelques procès, bah, finalement, les procès n'ont pas tant perduré que ça. Et à la place, il y a eu le développement de ce qu'on a appelé le patronage. C'est-à-dire, les entreprises ont dit à leurs travailleurs, on va mettre en place des dispositifs de protection pour vous, des systèmes de caisses d'assistance en cas de problème, on va améliorer vos conditions de travail, etc. L'entreprise paternaliste, le patronage. Et en échange de quoi, par contre, vous ne nous faites pas de procès s'il y a un problème. Donc, il y avait comme ça un accord de gré à gré sur un nouveau mode de régulation. Et finalement, ce temps du patronage a fait long feu et n'a plus satisfait tout le monde. Et on arrive à un moment donné, à la fin du XIXe siècle, à ce qu'on a appelé le compromis de 98 sur les accidents du travail, qui prévoit qu'en fait, quand il y a un accident du travail, il y a une responsabilité sans faute de l'employeur. Donc voilà, au moins ça résout, et les employeurs pour ça s'assurent, et donc on passe à un système assurantiel qui résout pas mal de difficultés. Par ailleurs, apparaît au tournant du XXe siècle le Code du travail qui précise les obligations de l'employeur vis-à-vis de son travailleur. Donc vous voyez comme ça une histoire en 3 temps assez intéressante, en tant qu'elle peut peut-être se reproduire aujourd'hui à l'échelle des échanges transnationaux, ou en tout cas des échanges en situation de sous-traitance. Pourquoi ? Parce que avant les années 90, dans les relations entre les donneurs d'ordre et leurs fournisseurs, on a également un diagramme libéral. On a cette idée que je vous achète un produit, je vous achète 100 000 t-shirts, je vous paye pour ça, on est quitte. La question des conditions de travail chez vous, c'est votre affaire. Parce qu'un donneur d'ordre, j'aurais peut-être dû le dire dès le début de l'introduction, n'a aucune obligation légale en ce qui concerne les conditions de travail chez ses fournisseurs. Ce sont 2 entités juridiquement autonomes. Donc voilà, jusqu'aux années 90, on considérait que tant que le prix était payé pour la marchandise, les 2 entités, donneuses d'ordre et fournisseurs, étaient quittes. À partir des années 90, et les fameuses campagnes anti-sweatshop que j'ai évoquées précédemment, on a ce moment où il y a un peu une analogie avec le temps du procès, hein, sauf que maintenant, le procès, c'est un procès où le juge, c'est le consommateur. Donc, c'est un procès dans une arène privée, quoi. Le consommateur peut sanctionner un donneur d'ordre si le donneur d'ordre ne prend pas des mesures nécessaires pour protéger les travailleurs de ses fournisseurs. Et puis, et voilà, on a un nouveau système de rapport de force qui renvoie au temps de l'entreprise citoyenne, qui du coup met en place des choses volontairement, comme l'entreprise paternaliste d'antan, pour se prémunir contre la critique.
Et puis, c'est pareil, comme je vous l'ai montré, ce temps de l'entreprise citoyenne, il est peut-être en train de montrer ses limites. Et ses limites, c'est qu'on se rend compte que l'audit social ne fonctionne pas si bien, que même si les entreprises font des audits, il y a quand même des accidents comme le Rana Plaza, que les audits, ça ne marche pas si bien que ça, que les entreprises se lavent un peu les mains rapidement de tout ce qui peut se passer sous prétexte qu'elles font quelques audits, etc. Et donc, on peut se poser la question de l'émergence d'un troisième temps qui serait l'inscription d'une responsabilité des donneurs d'ordre dans le droit dur, l'abandon uniquement des initiatives de droit mou au profit du droit dur. Et donc ça, c'était une question que je m'étais posée dès la fin de ma thèse, que j'avais formulée en conclusion de ma thèse. Et comme par hasard, est arrivée cette loi sur le devoir de vigilance, qui est peut-être une forme d'étape supplémentaire qui ouvrirait la voie à ce troisième temps. Alors, il y a des experts de la loi sur le devoir de vigilance, notamment des experts juristes, y compris à Dauphine. Donc moi, je ne prétends pas du tout être juriste, ça c'est sûr, ni même avoir mené une étude approfondie sur cette loi. Donc voilà, je vous donne juste des éléments rudimentaires pour comprendre ce qui se joue, mais je ne prétendrai pas être plus précise. La loi, elle dit en gros que pour toute société de plus de 5 000 à 10 000 salariés, enfin 5 000 ou 10 000, il y a 2 seuils différents selon que les sièges sociaux sont en France ou à l'étranger. Pour toutes les grosses entreprises, il y a l'obligation désormais, donc c'est à valoir à partir du 1er janvier 2018, l'obligation de mettre en place un plan de vigilance qui inclut une cartographie des risques, des procédures d'évaluation, des actions de prévention, des mécanismes d'alerte, un dispositif de suivi. Si l'entreprise ne le fait pas, elle s'expose à une amende civile qui peut aller jusqu'à 10 millions d'euros et l'obligation de réparer un préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter. Cette loi, elle a fait énormément de débats avant d'être votée, parce que notamment beaucoup de représentants des entreprises s'y opposent fermement. Elle est aujourd'hui ou demain débattue au Conseil constitutionnel sur demande d'un groupe Les Républicains qui dénonce l'inconstitutionnalité d'une loi qui met à mal la compétitivité des entreprises françaises. Donc, elle est très débattue du côté de ceux qui s'y opposent. Elle est aussi débattue du côté de ceux qui en ont fait la promotion et qui considèrent qu'elle a été pas mal vidée de sa substance parce qu'il n'y a plus la dimension pénale, parce que voilà, il y a plein de limites aux aspirations de ceux qui la portaient. Toujours est-il que, sans rentrer dans le détail de ces controverses actuelles, on voit que, en gros, la différence avec l'étape d'avant, c'est au moins qu'il n'y a plus besoin de la sanction des consommateurs ou des sanctions réputationnelles ou que sais-je, il n'y a plus besoin du juge consommateur pour obliger les entreprises à mettre en place un plan de vigilance. C'est désormais légalement requis. Alors ça résout un problème, qui était le problème du faible engagement de certaines entreprises dans ce genre de dispositif. En revanche, ça ne résout pas complètement plein de failles de l'audit social qui vont se retrouver probablement dans ce fameux plan de vigilance. Mais pour en savoir plus, il faut attendre la publication d'un décret d'application qui va préciser les contours du plan de vigilance. Donc je remets à plus tard l'analyse de la robustesse des plans de vigilance. Mais on voit en tout cas qu'il y a un progrès. C'est pour ça que les militants et les gens les tenants du mouvement anti-sweatshop se sont réjouis de l'avènement de cette loi. Et peut-être faut-il attendre ensuite d'autres évolutions. Dernier point que je voulais dire, juste en passant, presque comme un mot de conclusion, c'est que ce qui peut être intéressant aujourd'hui, alors vous allez voir, on fait un petit peu un pas de côté, mais c'est de se poser la question, on a la question des conditions de travail au bout du monde, et la régulation des conditions de travail par le biais des donneurs d'ordre. Mais simultanément émerge un nouvel enjeu de la sous-traitance qui est, ou émerge peut-être, qui est ce qu'on peut questionner sous le terme de sweatshop 2.0, c'est-à-dire les enjeux liés à la sous-traitance par Internet.
Donc on n'est plus sur les usines chinoises. On est sur vous, moi, ça c'est moi en l'occurrence, qui faisais cette tâche-là. Je me suis inscrite sur un site où pour dire mécaniquement si ça c'est une chemise ou un pantalon, donc en l'occurrence je crois que j'ai bien répondu, j'ai dit que c'était une chemise, mais par contre je n'avais pas encore précisé si c'était une chemise à manches courtes, une chemise à manches longues. Ben, pour faire ça, j'ai touché 1 centime d'euro, c'est là. Et vous voyez, j'ai fait 1 centime d'euro. La minute d'après, j'ai refait 1 centime d'euro. Ensuite, j'ai refait 1 centime. Au total, à 1 centime la minute, je gagne 60 centimes de l'heure. Donc, on peut se poser la question de dans quelle mesure ce nouveau type de sous-traitance, qui est en fait une sous-traitance où vous demandez à des particuliers, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous demandez à des particuliers de faire des tâches simples, détourer des photos, expliquer comme ça si la chemise est à manches courtes ou à manches longues, traduire des petits bouts de phrases, voilà, qui est un nouveau modèle de sous-traitance en ligne. On peut se demander si c'est pas un renouvellement du problème des sweatshops, à la limite plus proche de ce qu'on connaissait dans le 19e, le fameux sweating system, que des sweatshops du Bangladesh, qui sont des usines intégrées, etc. Mais je voulais mentionner ça parce que nous avons un projet ANR à l'IRISO porté par Sarah Abdelnour qui est là, et qui porte sur plusieurs enjeux, notamment Uber, etc. Mais moi, je m'intéresserai au Sweatshop 2.0, et donc j'espère pouvoir ultérieurement vous présenter les résultats de cette recherche. Et j'en arrive à la fin de ma présentation en vous remerciant pour votre attention. Merci. On va passer aux questions. Top, top. Top, top. Est-ce qu'il y en a? Bonjour. C'est peut-être une question un peu idiote, mais à la fin, les Sweatshop 2.0, j'ai pas bien compris ce que c'était en fait. Le tableau que vous avez présenté avec le choix, à quoi ça sert en fait, ça ou c'est. En fait, les entreprises aujourd'hui se sont rendues compte que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a des tâches que les robots ne peuvent pas faire si bien que ça. Et donc Amazon, par exemple, s'est rendu compte que l'analyse des commandes des clients ne pouvait pas toujours être automatisée quand on vous donne le livre que vous auriez aimé, si vous avez acheté tel livre. Bref, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin, pour un certain nombre de tâches qui paraissent très simples, de main-d'œuvre humaine. Donc, se sont développées des plateformes. Il y en a une qui s'appelle Amazon Mechanical Turk, le Turk mécanique d'Amazon. Ça, c'est Clickworker. Vous avez en France Full Factory, qui sont des plateformes sur lesquelles des entreprises passent commande auprès de particuliers. C'est pour ça qu'on appelle ça du crowdsourcing, c'est-à-dire qu'on demande crowdworking. On demande à la foule, en fait, de remplir des tâches élémentaires, simples, mais pour lesquelles on a besoin d'intelligence humaine et pas d'intelligence artificielle. Et pour cela, on paye à la tâche. Comme autrefois, on payait à la tâche la couture de la jupe. Et c'est pour ça que là, l'exemple que je vous ai donné, c'est une tâche externalisée par une entreprise de vente d'habits en ligne, qui, pour dire sur son site que ça, c'est dans la rubrique chemise, avait besoin de quelqu'un pour identifier que c'était bien une chemise. Donc, ils externalisent comme ça à des particuliers en les payant à la tâche, en limitant pour l'instant les gains, donc ça ne tombe pas sous le coup des interdictions légales sur le travail à domicile, etc. Mais ça pose de nouveaux problèmes qui sont là aussi des problèmes de sous-traitance et d'effet de la sous-traitance sur les conditions de travail. C'est ça un peu que je voulais évoquer, certes très rapidement. Mais juste pour comprendre, mais merci. J'ai une autre question. Quelles étaient les entreprises, ou quelles sont aujourd'hui les entreprises qui sont soumises à cette obligation d'effectuer des audits sociaux? Est-ce que toutes les entreprises, dès lors qu'elles ont des fournisseurs à l'étranger, doivent conduire des audits sociaux?
Alors, avec la loi sur le devoir de vigilance, là, il va y avoir une obligation pour toutes les entreprises répondant à ce critère-là. Jusqu'à présent, il n'y a aucune obligation légale. Donc, en fait, c'est la pression populaire, en quelque sorte, qui était le moteur de l'engagement dans les audits sociaux. Ce sont les grandes enseignes. En gros, c'est les grandes enseignes. Ce qui pose un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes une enseigne même grosse, mais qui n'est pas directement en lien avec le consommateur final, et que vous avez peu de risques qu'on vienne vous faire une campagne de dénonciation, un scandale, etc., à la limite, vous pouvez presque passer entre les gouttes sans faire d'audits sociaux. Alors, je vous dis à la limite, parce qu'il n'y a pas que les consommateurs non plus. Là, j'ai mis surtout l'accent sur l'action des consommateurs, parce que moi, c'est ce qui m'avait intéressé. Mais vous avez aussi les investisseurs qui jouent un rôle important. Et tout le développement des agences de notation qui prennent en compte ce type d'engagement. Par exemple, quand vous avez votre notation par Vigéo, ils vous demandent si vous faites des audits sociaux de votre parc de fournisseurs. Donc, il y a comme ça, en fait, un faisceau d'incitations, mais qui sont des incitations, pour l'instant, uniquement marchandes, réputationnelles, mais pas légales. Et c'est là qu'on change de nature avec la loi sur le devoir de vigilance qui instaure ça comme une obligation légale. Et ces audits sociaux, n'importe qui pouvait les consulter ou alors ils étaient plutôt à l'intention des investisseurs nous, consommateurs, on a accès aux audits sociaux réalisés par nos enseignes préférées? Vous avez accès au mieux à un camembert comme ça. Et le classement des entreprises et généralement des résultats agrégés. Parce qu'en fait, c'est le pendant de la question précédente. C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'obligation légale, il n'y a pas non plus l'obligation d'un reporting formalisé. Donc l'entreprise est libre de publier ce qu'elle veut sur ses audits. Donc ils ne publient pas les rapports d'audit intégraux, ne serait-ce que parce que déjà ils font 30 pages et voilà, mais bon, ils pourraient les mettre en ligne. Hein, mais donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un petit encadré dans le rapport développement durable en disant ben voilà, on a mené tant d'audits, les résultats sont comme ça. Voilà, si on est sceptique, c'est ça une des critiques qu'on peut porter à l'audit social. C'est qu'au total, on ne sait pas grand-chose du contenu vraiment, de la rigueur du travail, de l'extension de la pratique de l'audit social. Parce que parfois, les entreprises disent qu'elles font des audits et puis en fait, vous vous rendez compte qu'elles en ont fait sur une part très limitée de leur parc de fournisseurs. Et puis se pose la question, il y a les fournisseurs de rang 1, et puis après il y a les fournisseurs de rang 2, de rang 3, de rang 4, qui ne sont pas non plus forcément pris en compte dans ces politiques d'achat responsables. Donc pour peu que vous ayez un fournisseur de fournisseurs qui soit mauvais, que ce ne soit pas votre fournisseur direct, vous allez dire « Ah ben non, mais ça je ne savais pas, je n'avais pas vu ». Donc c'est pour ça que quand je vous disais les critiques, en fait le système il est un peu troué de toutes parts. Il y a plein d'informations qui disparaissent au moment de produire un résultat agrégé comme ça, dont on ne sait pas vraiment, effectivement, ce qu'il veut dire. Alors, juste pour finir sur votre question, une des actions qui a pu se faire, c'est pas la publication des rapports d'audit, c'est la publication de la liste des fournisseurs. Et ça, c'est Nike, par exemple, qui a fait ça. Nike, qui a été tant critiqué dans les années 90, qui a été tellement mis à l'amende, qu'en fait, maintenant, ils sont presque les leaders de l'éthique. J'exagère un peu, mais... Et notamment, c'est eux les premiers à avoir dit, bah, puisque c'est comme ça, nous, on n'a plus rien à cacher, on vous donne la liste de nos fournisseurs. On ne vous dit pas s'ils sont... enfin, on vous dit par ailleurs, mais là, on vous dit, on ne prétend pas dire qu'ils sont parfaits, etc. Mais par contre, on vous dit que si vous voulez aller voir, vous, notamment les organisations militantes, etc., eh ben, allez-y, on vous donne carte blanche. Et ça, mine de rien, ça a été un grand progrès, parce que justement, alors que l'audit social, c'est une mesure experte assez opaque, ben là, c'était plus dans une logique de... démocratie participative. De fait, il y a eu des audits sociaux sur ces fournisseurs et ils sont tous clean. Non, alors, ils ont des audits par ailleurs. Par contre, ils ont dit... Parce que souvent, il y a des audits, mais si vous ou moi, on veut aller voir l'usine, on ne peut pas, on n'a pas l'adresse. On n'a pas le... En plus, c'est compliqué, c'est des chaînes de sous-traitance très compliquées. Eux, on dit, bah, on fait nos audits, mais par ailleurs, on joue la transparence. Si vous voulez aller les voir, allez voir. Et vous ferez une idée par vous-même. Alors, est-ce que ça a été mis en pratique? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont allés voir, etc. Je ne sais pas, mais c'était juste pour vous dire qu'en termes de transparence, c'est peut-être ça l'action qui avait été la plus aboutie. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'Apple, par exemple,
sur les conditions de travail dans les mines, du lithium, je ne sais quoi. Apple fait quelque chose, communique là-dessus ou pas? Alors, moi, je suis moins spécialiste des questions qui sont hors textile. Apple, j'avais une de mes étudiantes du M2 PERS, qu'on a évoqué tout à l'heure, une étudiante chinoise, qui avait fait un mémoire assez intéressant sur l'affaire Foxconn, qui est justement un fournisseur d'Apple, dans lequel il y avait eu énormément de suicides, de souffrances au travail, etc. Et Apple avait été épinglé en tant que donneur d'ordre de Foxconn. Et ça avait donné lieu à un scandale équivalent en fait au scandale de Nike dans les années 90, mais Foxconn c'était les années 2000, et Apple. Ça c'était pour l'assemblage des téléphones ou des dispositifs divers et variés. Et après il y a effectivement l'enjeu des minerais dans la zone des Grands Lacs, etc., qui pose encore un autre problème. Mais pour chacun de ces secteurs-là, il y a des initiatives similaires. En gros, il y a des initiatives sur l'extraction responsable des minerais et de minerais qui ne soient pas dans des zones de conflit. Sur l'assemblage des téléphones, il y a des pratiques d'audit qui sont mises en place. Donc, c'est à chaque fois des associations, en fait, ou des organismes un peu privés ou d'État? Non, mais tout à l'heure, là, ça marche? Ah oui, d'accord. Non, mais ce sont, je suis désolée, je ne veux pas monopoliser la parole, c'est ma dernière question. Mais ce sont à chaque fois des organismes privés, au fond, ces organismes qui conduisent des audits sociaux, etc. tout à fait. C'est pour ça que ce qui est intéressant avec l'audit social, moi, ce qui m'avait intéressé, Caroline et Françoise l'ont redit, ce qui m'intéresse, c'est la régulation, la prise en charge de problèmes publics par des acteurs privés et par des instruments marchands. Et c'est vraiment ça, c'est que l'audit social, c'est des entreprises privées qui les conduisent. Les auditeurs, c'est des entreprises, c'est des cabinets d'audit privés. Sous l'influence, sous l'impulsion d'ONG, d'associations de consommateurs, etc., qui sont de fait des acteurs privés. Et qui seront ceux qui sanctionneront éventuellement l'irrespect des engagements. Ceux qui chapeautent tout ça, c'est les entreprises, les donneurs d'ordre privés. Et voilà. Et comme ça, on a un système où ce sont uniquement des acteurs privés qui, entre eux, organisent la régulation du problème des conditions de travail en marge ou parfois en collaboration avec des organisations type OIT qui essayent du coup de revenir dans le jeu. Mais il y a eu un temps où voilà, on avait ces modes de régulation par le marché, par la réputation, etc., hors de toute structure publique ou transnationale, d'organisation internationale. Bon, merci beaucoup. Je vous propose de continuer autour d'un petit café.